Thierry est au département de mathématiques et applications ici à l'école. Est-ce que ça te gêne si je dis que quand même tu es aussi rudement physicien théoricien? Il est vraiment à l'interface entre les maths et la physique théorique. Il est à la fois spécialiste de mécanique quantique et de transformer en ondelettes. J'insiste Thierry, même si tu fais peut-être plus des ondelettes maintenant. Et c'est un grand plaisir de l'avoir. Il va vous parler du statut du hasard dans le domaine de la théorie quantique, de la mécanique quantique. Et son titre, c'est Aléatoire et limites semi-classiques en mécanique quantique. Voilà. Alors donc, dans cet exposé, effectivement, je voudrais vous parler de l'aléatoire dans la mécanique quantique. Alors, je vais dire tout de suite que c'est un aléatoire assez différent de l'aléatoire dont on a parlé ce matin, puisque là, enfin en tout cas si on croit à l'axiomatique la plus radicale de la mécanique quantique, c'est un aléatoire totalement intrinsèque, qui ne pallie pas un manque de connaissances quelconque, c'est quelque chose qui est absolument dans la théorie, qui arrive comme ça. Et évidemment, je voulais vous en parler de façon positive, enthousiaste, comme un formidable moteur pour d'abord faire des belles théories, et aussi pour vraiment créer, même dans des domaines qui ne sont pas strictement quantiques, par exemple dans le domaine des algorithmes quantiques, quelque chose qui semble être d'une puissance assez phénoménale. On a, depuis 25 années, le statut, je pense, de la mécanique quantique a beaucoup changé parce que les expériences de pensée des pères fondateurs ont été réalisées. Ce ne sont plus des expériences de pensée, on les réalise, on a commencé à Orsay, on les réalise tous les jours ici, dans le même bâtiment, 2 étages en dessous, au laboratoire Kessler-Bruxelles. Et la mécanique quantique, donc encore une fois, dans sa vision la plus radicale, donne pleinement satisfaction. C'est absolument extraordinaire. Et donc c'est cet état d'esprit-là dans lequel je vais être. Et on ne peut plus, fondamentalement, douter du caractère vrai, juste et puissant de la mécanique quantique maintenant. Ce sont d'autres débats, en tout cas, qui ne sont plus reliés à des problèmes de physique ou de physique mathématique. Alors, donc mon domaine dans la physique mathématique, c'est l'analyse semi-classique, c'est-à-dire le passage du quantique au classique. Et donc, je vais aller progressivement dans l'exposé vers la mécanique classique et je vais un peu me poser la question de savoir comment est-ce que cet aléatoire quantique se passe lorsqu'on prend la limite semi-classique. C'est-à-dire que je vais faire en fait le chemin inverse de celui qu'a fait Claude ce matin. Je vais aller de l'irréversible au réversible. Je vais aller de l'indéterminisme au déterminisme, puisque la mécanique classique, elle est strictement déterministe. Seulement, elle est strictement déterministe, mais elle est très imprécise. Contrairement à la mécanique quantique, qui est indéterministe, mais qui est d'une précision absolument extraordinaire. Et ça sera la deuxième partie de l'exposé. Et je voudrais insister, j'espère pas trop lourdement, mais sur quelque chose, l'expérience montre que on n'est pas très clair. Par exemple, le concept des inégalités de Heisenberg, beaucoup de gens déduisent de ça que la mécanique quantique serait imprécise. Or, la mécanique quantique prédit des nombres avec une précision absolument inouïe, comme aucune théorie ne l'a fait jusqu'à présent. Ce qui est imprécis, c'est le jeu des possibles. Elle ne vous dit pas quelle valeur vous allez obtenir. Mais parmi les valeurs, le jeu des possibles lui-même est d'une précision absolument fantastique. Donc il y a en fait un jeu entre 2 quantités qui se trouvent être finalement, et ça sera un peu l'idée de la deuxième partie de l'exposé, qui se trouvent être un peu comme des quantités conjuguées, comme exactement dans d'ailleurs les relations d'Heisenberg, qui est le concept d'aléatoire et le concept de précision. Et finalement, lorsque vous allez vers la mécanique quantique, l'aléatoire disparaît et l'imprécision augmente, c'est la sensibilité aux conditions initiales. Et lorsque vous allez vers le monde strictement quantique, la précision augmente, l'imprécision diminue et l'indéterminisme augmente et on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc ça sera la deuxième partie. Et dans la troisième partie, j'essaierai donc de voir qu'est-ce qui reste à la limite semi-classique de cet aléatoire. Et ça nous amènera, en fait, j'ai trouvé que c'était une façon peut-être bien de le faire. Alors d'abord, ce sera, bon, ça recouvre un programme de recherche qui est très technique, en fait, donc je vais essayer un petit peu de survoler ça, je ne sais pas si je réussirai. Et ça passera de façon centrale par la notion de point matériel. Qu'est-ce qu'est le point matériel? Alors, on verra ce que je veux dire par là. Et on verra comment, finalement, le statut géométrique se trouve hérité, là aussi, de l'aléatoire quantique. Et je ferai une petite discussion là-dessus. Donc, si vous voulez, 3 moments à quels j'avais donné
trois titres, disons, un peu. Alors 3 heures, là on est à 4 heures, mais c'est le moment où il faut réveiller un peu l'auditoire en général, parce qu'on commence à s'assoupir. Alors le premier moment, c'était l'aléatoire quantique, est-il un hasard épistémologique? C'est-à-dire, est-ce vraiment un hasard? Est-ce vraiment une espèce de quelque chose dont on pourrait se passer? Alors je vous montre évidemment, on peut toujours se passer de tout, mais je voudrais montrer à quel point c'est puissant, le fait même qu'il y ait un aléatoire. Le deuxième moment sera donc imprécision et aléatoire entremêlés dans une espèce de relation de Heisenberg. Et le troisième moment, bon, je l'appelle comme ça, c'est le chaos existe-t-il? Alors ça va pas être très prétentieux de poser une question comme ça, mais ça serait surtout prétentieux d'y répondre. Donc, je vous donnerai quelques informations là-dessus. Alors, donc, au début, mécanique quantique, pourquoi faut-il du hasard dans la mécanique quantique? Alors là aussi, encore une fois, on pourrait prendre exactement le titre de Claude à l'envers, c'est-à-dire faut-il de l'indéterminisme pour expliquer l'aléatoire d'une certaine façon. Alors ça vient d'une raison très simple. Alors tout d'abord, l'aléatoire quantique existe. Vous pouvez l'acheter maintenant. Vous pouvez acheter à l'Université de Genève des générateurs aléatoires quantiques. Ce sont des petits boîtiers qui vous génèrent une suite de oui-non, 0, 1, enfin ce que vous voulez, une suite aléatoire qui est basée vraiment sur la mécanique quantique. C'est-à-dire c'est un système quantique que vous allez mesurer, et vous savez, je vais l'expliquer tout de suite, que l'axiomatique de la mécanique quantique vous dit que quand vous mesurez un système, le résultat est aléatoire, et bien vous obtenez ça, et il a été testé que ça bat tous les générateurs aléatoires des ordinateurs, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui existe, effectivement. Alors pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi c'est intéressant de la... Alors, ça vient d'une idée très simple, c'est que dans la mécanique quantique, vous avez ce qu'on appelle le principe de superposition. Alors, je ne veux pas faire tellement de physique, je serais plutôt intéressé par, disons, le formalisme plutôt de la mécanique quantique, parce que c'est aussi là qu'il y a une richesse. Alors, le principe de superposition, c'est très simple. Ça vous dit simplement que dans le monde quantique dans lequel nous vivons, même si nous ne le voyons pas vraiment quantique, il y a un signe qui est un signe plus. Ce signe plus est un signe qu'on peut prendre complètement abstrait, et vous pouvez ajouter des choses très différentes. Alors, les choses typiques qu'on ajoute, c'est spin up plus spin down. On divise par racine de 2. Ceci est l'état d'un électron qui est dans un état de superposition entre son spin en haut et son spin en bas. Classique. Mais en fait, on s'aperçoit que vous pourriez mettre n'importe quoi autour du plus. C'est ça qui est formidable. Vous pourriez mettre, par exemple, comme le mentionnait tout à l'heure François, feu vert plus feu rouge. Parce que vous voyez bien que lorsque vous conduisez votre voiture, que vous arrivez à un carrefour, effectivement, vous ne savez pas si le feu est vert ou rouge. D'ailleurs, au passage, le feu n'est ni vert ni rouge. Mais vous le concevez comme s'il était vert ou rouge. Il n'est ni rouge ni vert parce qu'en fait, il y a une ampoule rouge et une ampoule verte. Mais vous le concevez comme ça. Et donc, vous pouvez très bien faire ça. Vous pouvez très bien prendre l'hypothèse de Riemann est vraie, plus l'hypothèse de Riemann est fausse. Vous pouvez prendre, là je censure, le Conseil constitutionnel dit oui, plus le Conseil constitutionnel dit non. Alors la mesure aura lieu demain, et demain sera fixé. Mais pour l'instant, c'est dans le domaine du hasard total. En fait. Alors, il y a des variables cachées, mais en principe, on ne le sait pas. Alors, c'est un formalisme. Ce que je voulais insister sur ces points-là, c'est que c'est un formalisme et qui marche merveilleusement. Parce que c'est le formalisme qui vous assure la stabilité de la matière. C'est pas uniquement du snobisme, ça vous assure la stabilité de la matière. Vous prenez un atome d'hydrogène dans le modèle classique, eh bien, l'énergie n'est pas fixée en bas, la matière n'est pas stable. Alors, cela dit, nous ne voyons jamais ceci. Parce que nous sommes macroscopiques et on ne voit pas le phénomène de perception. Si on regarde un système, je dis des choses vraiment très banales pour l'instant, ça va pas beaucoup bouger. On ne voit pas un spin-up plus un spin-down, on ne voit d'ailleurs pas un feu vert plus un feu rouge. Au moment où on regarde le système, eh bien on projette chacun de ces vecteurs vers spin-up ou spin-down, feu vert, feu rouge, etc. Alors, c'est une idée très simple. Vous savez, vous envoyez des électrons sur une plaque dans laquelle il y a 2 trous, eh bien, vous êtes obligé de concevoir que
la théorie de la mécanique quantique vous impose de passer par les deux trous, mais si vous regardez l'électron, c'est-à-dire si vous mettez deux détecteurs après chacun des deux trous, vous obtiendrez un seul bit. Le fait de regarder l'électron fera que l'électron, effectivement, est passé d'un côté à l'autre. Et cette projection, qui est phénoménale, évidemment, qui consiste à partir d'un état comme ceci, et je pourrais évidemment avoir ici des alpha et des bêta, et autre chose, qui vous projette sur un seul des deux états, c'est quelque chose de dramatique, profondément dramatique. Et l'aléatoire arrive évidemment de façon minimaliste. La mécanique quantique vous dit, eh bien, je vais obtenir avec une certaine probabilité un des états ou un autre. Ça semble être une hypothèse tout à fait minimale. Effectivement, seulement ça a la vertu de marcher merveilleusement. Alors, on a des générateurs aléatoires de la mécanique quantique, mais bien plus que ça, on a, dans ce qui s'appelle maintenant le calcul quantique, eh bien, on a des algorithmes quantiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme quantique? Tout d'abord, il faut se dire qu'un algorithme quantique, c'est une construction abstraite, parce qu'il n'existe pas d'ordinateur quantique. Alors, c'est dommage qu'il n'existe pas d'ordinateur quantique, et pour faire là aussi un petit lien avec l'exposé de Claude ce matin, et son passage du particule au cinétique, et son 10 puissance 23 du nombre d'Avogadro, vous savez que 10 puissance 23, je vous le fais vraiment à la louche, c'est à peu près 2 puissance 100. Alors 2, c'est la dimension dans laquelle vit le spin d'un électron. Donc si vous étiez capable de construire un ordinateur quantique avec 100 électrons, et 100 électrons c'est petit, vous seriez capable de calculer, en tout cas de décrire parfaitement une mole de gaz. Alors, ça donne le vertige, vous voyez, c'est absolument phénoménal. C'est simplement avec très peu d'objets quantiques, et on sent bien que pour faire ça, il faut qu'il y ait un changement brutal de paradigme, finalement. Donc ça, c'est pour l'intérêt de construire des ordinateurs quantiques. Mais qu'est-ce que c'est qu'un algorithme quantique? Eh bien, c'est effectivement une façon de construire un algorithme, comme un algorithme en informatique, simplement dans laquelle, au lieu d'avoir un bit i, une suite de bits comme ça, qui se transforme en une suite différente de bits, eh bien vous supposez que vous allez pouvoir réintroduire le plus dans ce calcul. Et vous allez pouvoir additionner des bits. Alors ça a l'air de rien, vous additionnez des bits, seulement vous rajoutez une structure linéaire qui a une richesse absolument fabuleuse. Et par exemple, vous construisez un algorithme quantique qui factorise les grands nombres en un temps record. Alors ça, c'est un exemple qui est a priori spectaculaire, mais dont on ne sait pas si c'est vraiment un progrès, parce qu'on ne sait pas, au fond, la classe de complexité de la factorisation des grands nombres, donc on ne sait pas si un algorithme normal ne va pas, demain, quelqu'un ne va pas publier un algorithme normal qui factorisera en un temps record. Mais l'exemple le plus peut-être le plus efficace là-dessus, c'est l'algorithme de Grower, c'est la recherche du nom d'une personne quand on n'a que l'annuaire téléphonique et que son numéro. Ça consiste donc à chercher dans une liste qui n'est pas classée un numéro au hasard. Si vous avez une liste de n personnes, il vous faudra grosso modo n pas d'itération pour le faire, n sur 2, etc. Un algorithme quantique vous le fera en racine de n. Donc ça, c'est un progrès tangible, tout à fait notable. Alors, vous allez me dire, il le fera, mais est-ce qu'il le fera vraiment? Alors non, il ne le fera pas tout à fait. Il ne le fera pas tout à fait, parce qu'en fait, la façon qu'ont les algorithmes quantiques de fonctionner, c'est le fait qu'il va vous proposer des solutions. C'est-à-dire qu'un algorithme quantique va vous utiliser le plus, et va donc vous mélanger tous vos bits, et à la fin, vous allez avoir un état qui est une superposition énorme d'états, dont un des états vous donne la solution. Alors vous allez ensuite mesurer cet état, et l'aléatoire va vous dire qu'avec une grande probabilité, vous allez obtenir le bon résultat. Mais ce sera uniquement aléatoire. Et là, un aléatoire radical, intrinsèque, absolument incontournable. Alors ça marche, a priori, ça pourrait marcher, à condition qu'il soit facile de vérifier que le guess que vous a donné l'algorithme est la bonne solution. Et ça, c'est facile.
Si vous avez le nom d'une personne, c'est facile de voir que c'est le T qui correspond au numéro que vous aviez. Si vous avez la factorisation d'un grand nombre, c'est très facile de voir si vous avez une proposition de factorisation, c'est très facile de multiplier les nombres et de factoriser. Mais, cela dit, rien ne vous empêchera d'avoir toujours de la malchance et de faire tourner votre ordinateur quantique un nombre quasiment infini de fois et de ne jamais tomber sur la bonne réponse. Alors cela dit, personne ne croit ça. On se dit, vous aurez une probabilité de 99,99% de trouver le bon résultat, donc on va le faire tourner 2 fois, 3 fois, on va obtenir la chose. Mais au fond, on n'en est pas sûr. Alors la toute petite idée que je veux émettre là, c'est que instiller un tout petit peu de cet aléatoire intrinsèque est quelque chose qui vous débloque de façon extraordinaire, parce que ça vous permet d'avoir ces algorithmes, et on pourrait prendre d'autres exemples, évidemment, je ne suis pas fan des algorithmes quantiques, ça vous permet de débloquer une situation de façon incroyable, tout en gardant évidemment cette petite saveur aléatoire qui fait que vous ne saurez jamais si vous obtiendrez le même résultat. Mais dans la pratique, ça devrait marcher. Alors, c'est ça un peu l'aspect, disons, positif de cet aléatoire. Alors pourquoi j'insiste sur l'aspect positif? Parce que vous savez, l'aléatoire en mécanique quantique, ça a une longue histoire essentiellement négative. Alors bon, telle personne jouerait au dé ou pas, etc., etc. Bon, c'est une longue suite de choses comme ça. Et non seulement maintenant, on ne peut plus douter, parce que les expériences sont là, mais en plus, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a accepté la chose, c'est quelque chose qui vous donne une énergie folle et qui permet vraiment de construire des nouveaux objets de façon vraiment merveilleuse. Donc là, il y a un changement, disons, quantitatif et dont je reste persuadé qu'elle peut dépasser complètement le domaine de la physique, en fait, ou même le domaine des mathématiques. Il y a quelque chose où accepter de relâcher un petit peu quelque chose fait exploser comme ceci un certain système de pensée. Alors, bon, c'est clairement quelque chose de très bien. Et j'en viens à la deuxième partie, entre cette discussion, entre, disons, imprécision et aléatoire. Alors, je vais faire monter ça. Alors, donc la mécanique quantique est fondamentalement indéterministe, et au fond ce qui gêne là-dedans, c'est ce côté irréversible. On s'aperçoit, je me rappelle avec Marie, on avait eu une discussion avec un ami physicien, c'est très frustrant pour certaines personnes de penser qu'on passe de spin-up, de alpha spin-up plus bêta spin-down à simplement spin-up. On a perdu quelque chose. Ça c'est très choquant. Et c'est d'autant plus choquant que la mécanique quantique repose en dehors de ce phénomène de la mesure sur une équation, qui est l'équation de Schrödinger, qui est linéaire, qui a un côté bon papa en quelque sorte, si vous voulez, qui a des richesses cachées évidemment, mais qui ne pose pas du tout les mêmes problèmes que les équations dont parlait par exemple Claude ce matin. Il n'y a pas ce degré d'insatisfaction qu'ont les équations aux dérivées partielles non linéaires de l'hydrodynamique par exemple. C'est une équation d'une certaine façon très simple, qui est faite pour ça d'ailleurs. Alors, donc le problème que ça pose, c'est vraiment un problème vis-à-vis de l'irréversibilité. Et, ben, bon, on peut très bien être du clan, enfin moi j'en suis en tout cas, de se dire, ben, on perd quelque chose, effectivement. On perd quelque chose. On aime bien de temps en temps perdre quelque chose. Alors je voulais juste signaler ça parce que nous avons des membres de l'Oulipo ici. Je veux juste citer cette phrase merveilleuse de Georges Perec qui disait « L'ordinateur a cela de supérieur à l'homme, il peut tout oublier ». Et effectivement, c'est quelque chose qui est fondamentalement dans la structure. Il faut s'y faire. Il y a une perte d'information. Au moment où vous effectuez une mesure sur un système quantique, il y a une perte d'information. Vous ne pourrez jamais la retrouver. Mais vous n'aurez peut-être pas besoin. En fait. Alors, en revanche, en mécanique classique, évidemment, vous ne perdez rien. L'évolution de votre système est donnée par un système d'équations différentielles ordinaires. Vous ne perdez rien, elles sont totalement réversibles, etc. Alors vous ne perdez rien, seulement, vous ne perdez rien si vous regardez la chose de façon complètement sèche. Si vous regardez la chose de façon effective, et si par exemple vous prenez la question suivante, non pas, je ne veux pas savoir la position de la Terre dans un certain nombre de centaines de milliers d'années. Je ne veux pas savoir si dans exactement 100 000 ans il fera jour ou nuit, ou ce sera l'hiver ou l'été, mais simplement une question beaucoup plus simple, mais quand même dramatique. La Terre sera-t-elle encore dans le système solaire? Donc réponse, oui ou non. Alors, ce que montrent les
les gens des systèmes dynamiques, c'est que pour répondre à cette question, évidemment, le système est déterministe. On peut, connaissant la position de toutes les planètes dans le système solaire, on peut répondre à cette question. Seulement pour faire ça, il faut répondre avec une précision absolument incroyable. Il faut connaître la position de toutes les planètes maintenant à quelques centaines de mètres de précision. Et alors là, on sort totalement de l'aspect réaliste. C'est complètement inabordable. Ça devient fondamentalement une variable cachée, au fond, si vous voulez, parce qu'on n'a aucun moyen de savoir ça. Et donc, au fond, on n'a aucun moyen de répondre à la question si dans un certain nombre de milliers d'années, la Terre sera encore ou pas dans le système solaire. Donc, vous voyez que le déterminisme est à prendre avec des pincettes, enfin avec délicatesse, en tout cas, plus exactement, parce qu'il est toujours relié à une idée de précision. Précision, justement, de la mesure des conditions initiales, puisque vous avez, a priori, grande sensibilité aux conditions initiales, et donc des variations infimes des conditions initiales peuvent avoir des conséquences dramatiques. Alors, bon, je renvoie à des articles par exemple, de Giuseppe Longo qui regarde ça très, très en détail. Il y a vraiment un domaine de la mécanique classique où le domaine de précision, prédire n'est pas la même chose que déterminer dans le sens de déterminisme. Alors, si vous voulez, on a la mécanique classique, on a la mécanique quantique. Et on voit bien que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ici on a un aléatoire, disons égal à 1 maximum. Ici on a un aléatoire égal à 0 minimum. Ici on a une précision qui est 0, enfin une imprécision qui est d'ordre 0. Vraiment les nombres que vous donne la mécanique quantique sont vraiment très très précis. Ici, en revanche, on a une imprécision en quelque sorte maximale, puisque par exemple, dans le problème que je vous signifiais tout à l'heure, eh bien, on est incapable d'avoir la précision nécessaire pour répondre à la question. Alors, ces deux variables-là, dans la zone, disons, au milieu, est une zone où effectivement, ces deux quantités vont se mélanger. Et on va passer, vous voyez, on va passer de 1 à 0 pour chacune des deux. Et on a une espèce de conservation de volume de l'espace de phase, en quelque sorte, si vous voulez. On a authentiquement un espace de phase. Alors c'est un peu rigolo de le dire comme ça, c'est peut-être pas très profond, mais il faut vraiment se poser, je pense, le problème de l'aléatoire en mécanique classique sans se poser le problème de la précision. C'est passer quand même à côté de quelque chose. Peut-être que Marie n'est pas d'accord, on va le dire après. Alors, justement, la limite semi-classique, ça se passe dans ce domaine-là. Alors, je vais toujours aller dans ce sens-là, pardon, excusez-moi, dans ce sens-là, parce que le monde est quantique, et donc l'intérêt, c'est de regarder une approximation du monde quantique, qui est celui donné par la mécanique quantique. Alors, si on fait ça, effectivement, on voit bien que, ou bien on va passer de cet aléatoire 1, précision 0, à l'aléatoire 0, imprécision 1, ou bien peut-être va-t-il se passer autre chose. Alors, c'est ça le but, disons, du dernier exposé. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que effectivement, le paradigme de la mécanique classique, cette idée que les particules se déplacent sur des trajectoires, qu'il y a un bel espace avec des points matériels, des points, puis ces points sont habités, cet héritage, disons, newtonien, qui a eu tellement d'importance. Et là, on voit bien que ça a eu une importance pas seulement pour la physique et pour les mathématiques, mais ça a eu une importance sur la philosophie surtout. Eh bien, il faut peut-être un petit peu remettre ça, parce que la mécanique quantique joue un petit peu les troubles faits, en fait, là-dedans. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous faire un petit peu sentir avec les doigts. Alors, elle joue les troubles faits de façon positive et certains de façon un petit peu négative. Alors, comme c'est l'heure de se réveiller, je trouve qu'un portrait merveilleux de la mécanique quantique, de ce point de vue-là, c'est, puisque on a entendu la semaine dernière à l'école normale un portrait de Grothendieck issu d'un texte de Marthe Robert. Eh bien, on peut prendre un portrait de la mécanique quantique dans cette phrase que Pouchkine a écrite en français au tout début de Eugène Onegin. Au tout début d'Eugène Onegin, avant le texte vraiment, il y a une phrase qu'il a écrite en français, qui est une phrase merveilleuse. Et la phrase dit « Pétri de vanité, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité peut-être imaginaire. »
Alors effectivement, la mécanique quantique va vous avouer des bonnes et des mauvaises actions de la même façon radicale. Je doute sur l'aspect imaginaire. Ou alors il faut prendre l'aspect imaginaire au sens des nombres complexes, puisqu'il y a obligatoirement des nombres complexes dans la mécanique quantique. Donc, troisièmement, le chaos existe-t-il? Alors, bon, tout d'abord le point. Donc, je vais léger un peu, faire un petit plan, c'est ça que je voulais exposer. Donc le point est l'aléa. Alors tout d'abord une petite remarque quand même que je vais faire au début parce que lorsqu'on parle d'approximation semi-classique, on se retrouve souvent avec quelqu'un qui vous dit oui mais h bar n'est pas égal à 0. Alors h bar c'est la constante de Planck, c'est cette constante qui teste en quelque sorte les effets quantiques. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait jamais été réédité. Il y avait un livre merveilleux de Gamow, que tu vas connaître, Marie, qui s'appelait Monsieur Tompkins au Pays des Merveilles, et qui racontait l'histoire. C'est réédité? Non? Ouais, je sais pas, j'arrive pas à le trouver, moi. Qui est l'histoire de quelqu'un qui vit dans un monde où la constante de Planck est égale à 1. Alors, dans un volume précédent, il vivait dans un monde où la vitesse de la lumière était de 30 km/h. Bon, cette fois-ci, il vit dans... Et donc, les effets quantiques sont immédiats comme ça. Alors c'est vrai que la constante de Planck n'est pas égale à 0. Alors on peut discuter sur le fait que, par exemple, dans le type d'approximation à grand nombre de particules dont parlait Claude ce matin, il y a une constante de Planck effective. Mais même si on prend un seul atome d'hydrogène, la limite semi-classique existe dans l'atome d'hydrogène à h bar égale 1. Vous savez, c'est simplement, alors bon, c'est presque pas technique, hein. Le spectre de l'atome d'hydrogène, ça consiste en un spectre positif, continu, et puis un spectre négatif qui s'accumule vers 0. Eh bien, si vous regardez un état qui se trouve dans cette partie-là du spectre, c'est-à-dire dans le spectre discret, mais avec des états qui sont extrêmement rapprochés, vous vous retrouvez dans un domaine dans lequel effectivement tout se passe comme si la constante de Planck était très petite. Et d'ailleurs, c'est une limite aussi macroscopique. Et c'est aussi ce que font les gens ici au laboratoire Kastler-Brossel. Les atomes de Rydberg qui sont utilisés, ces atomes qui sont sur des orbitales très excitées, ils ont, évidemment ce sont des objets quantiques, ce sont des vrais atomes. On ne bouge pas la constante de Planck au laboratoire Kastler-Brossel. On fait beaucoup, mais on ne bouge pas la constante de Planck au laboratoire Kastler-Brossel. Il n'y a pas moyen. Mais il faut vous dire, et là c'est important parce qu'il y a une histoire d'échelle. Et ces histoires d'échelle, d'espace sont très importantes dans ce moment dans la physique parce qu'on s'aperçoit que les échelles se mélangent. Vous avez, alors ce ne sont pas des atomes de Rydberg, mais ce sont des atomes de rubidium au laboratoire au LKB, dans lequel un électron périphérique a une fonction d'onde qui est tellement étalée dans l'espace qu'elle occupe, non pas un volume, parce qu'elle n'occupe pas de volume, elle occupe une région de l'espace de phase qui est comparable à une petite bactérie. Donc un seul atome peut occuper un volume quasiment macroscopique. Alors c'est pas tout à fait macroscopique une petite bactérie, mais vous voyez, c'est pas loin. Et d'ailleurs, on pense que dans l'espace, il y a des atomes qui sont dans des états tellement excités qu'ils deviennent macroscopiques. Ils occupent un volume macroscopique. Donc vous voyez que la limite semi-classique existe et la technologie moderne nous permet d'appréhender justement cette partie-là du spectre et de regarder des atomes qui sont de plus en plus semi-classiques et de tester par là cette transition quantique classique. Ce n'est plus ni un jeu qui pourrait paraître snob, ni une modélisation, c'est vraiment un seul objet quantique qui a la saveur du monde classique. C'est tout à fait impressionnant. Alors, pourquoi le point est l'aléa? Eh bien parce que, bon, tout le monde sait qu'un système quantique est décrit par une fonction d'onde. Alors une fonction d'onde, c'est une fonction. Et il y a des états particuliers qui, justement, lorsque la constante de Planck tend vers 0, se trouvent réduits en un point. Alors ce sont ce qu'on appelle des états cohérents. C'est aussi assez proche des ondelettes. Alors les états cohérents ont été inventés par Schrödinger dans sa série de papiers de 1926, un article absolument merveilleux, et puis ont été redécouverts plein de fois depuis, par exemple par M. Glauber dans les années 60, et c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel l'année dernière. Alors en fait, c'est intéressant de regarder avec le spectre. J'ai jusqu'à la demi, je crois, Marie, je crois que j'avais commencé en même temps. C'est intéressant de regarder là parce que
exactement, en regardant simplement le spectre d'atomes d'hydrogène, on voit comment expérimentalement on peut construire des états cohérents. Alors comment est-ce que vous construisez un état cohérent? Alors vous vous achetez des atomes d'hydrogène. Alors les atomes d'hydrogène que vous achetez, ils sont dans l'état fondamental, ils sont ici. C'est normal, ils ne peuvent pas être plus bas, mais ils n'ont aucune raison d'être plus hauts. Donc ils sont dans l'état fondamental. Alors, vous voyez, vous leur envoyez, c'est vraiment, il faut voir ça, je ne vous raconte pas la physique en détail, il faut voir ça vraiment comme une figure. Vous envoyez un laser dessus. Ce laser va vous donner une grande énergie à cet état qui se trouve dans l'état fondamental. Donc, il va avoir envie de se localiser, de passer sur un état très excité. Seulement, les états très excités, comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont très délocalisés. Et comme ça se passe de façon quasiment instantanée, la fonction d'onde n'a pas le temps de se délocaliser sur un état de Rydberg. Mais alors, ça tombe bien parce que, en même temps que vous avez une accumulation de spectres ici, vous avez aussi une forte dégénérescence qui apparaît. Et en fait, l'état quantique qui se trouve être boosté vers la haute énergie choisit une superposition de tout un tas d'états délocalisés. Et en fait, ça sera ma conclusion tout à l'heure, mais une superposition d'états complètement délocalisés qui se retrouvent être localisés. Et c'est un phénomène qu'on va voir, que je vais un petit peu expliquer tout à l'heure dans d'autres circonstances, c'est un phénomène général de la physique, si vous voulez. Beaucoup d'états délocalisés peuvent créer un état relocalisé. Donc les états cohérents, ça existe. Alors les états cohérents, bon ben voilà, c'est, je peux vous écrire la formule, hein, c'est exponentielle. Voilà, ça c'est psi indicé par PQ au point X, avec un h bar puissance moins 1 quart, bon peu importe. L'important de ça, c'est d'avoir cette idée que un état cohérent est un état qui occupe un volume de l'espace classique sur lequel la fonction d'onde est définie, qui est une petite boule de rayon h bar, plus exactement de volume h bar. Les inégalités d'Heisenberg, elles sont là. Vous ne pouvez pas mieux localiser que dans une petite boule de volume h bar. Vous pouvez être dans l'espace de phase, mais bon, j'en parle pas ici. Et alors, la limite semi-classique va consister à dégonfler le ballon, si vous voulez. Vous avez ce petit volume. Alors, d'un autre côté, pourquoi est-ce que le point est relié? Alors, on voit bien que ce ballon, si vous le dégonflez naïvement, il va tendre vers un point. Pourquoi est-ce que ce point, en quelque sorte, détruit l'aléa? Puisque finalement, on va se retrouver avec un point. Et si on a un point, on se dit, on est dans la mécanique classique, et donc, l'aléatoire de la mécanique quantique devrait avoir disparu. Eh bien, tout simplement parce que un point, dans son aspect ponctuel, va vous donner encore de l'aléa, mais cet aléa sera probabilité 0 d'être ailleurs et probabilité 1 d'être au point. Donc c'est finalement, vous passez dans un processus de limite vers un aléatoire donné par une loi de probabilité qui n'est plus aléatoire, parce qu'elle vous a complètement, elle est complètement dégénérée en quelque sorte, elle vous dit que vous n'êtes plus localisé qu'en un seul point, le point où la probabilité est maximale d'être, et elle vaut cette fois-ci 1, et donc c'est la seule possibilité. Donc de ce point de vue-là, effectivement, le point matériel, si on le voit sous cet angle, venant de l'aléatoire de la mécanique quantique, c'est exactement ça. On reste dans une espèce d'ouvert d'aléatoire, seulement on va vers le bord complètement, en fait. On va vers la limite, disons, on va vers un bord de l'aléatoire, mais au fond, on est toujours dans l'aléatoire. Simplement un aléatoire qui n'est plus que fictif, en quelque sorte. Alors, le deuxième, là, c'était le point et le sport. Alors, pourquoi le point et le sport? Eh bien, parce que je viens de vous vendre à peu de frais le fait que quand vous dégonflez un ballon de football, il tend vers un point. Alors ça, des fois, c'est vrai, et puis des fois, c'est pas vrai. Oui, mais enfin, supposons. Modélise, Marie, modélise. Mais même si l'épaisseur du ballon est infiniment petite, vous pouvez très bien changer un ballon de foot en un ballon de rugby. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Dans une communauté européenne comme celle que je vois ici, tout le monde est quand même beaucoup plus convaincu que le 3 destination est plus intéressante que la Coupe du Monde de football. Et donc, effectivement, on peut se déplacer vers quelque chose qui commence à s'allonger comme ça, une ellipse. Et puis, si vous commencez à faire ça, vous n'avez aucune raison de vous arrêter. Et donc, vous allez vous déplacer tout en faisant tendre le volume intérieur vers 0, vers quelque chose qui va être de plus en plus comme ceci.
Et puis vous voyez qu'à la limite, vous pouvez obtenir n'importe quelle courbe, n'importe quelle surface si vous êtes à plusieurs dimensions, et vous avez un champ des possibles absolument infini. Vous voyez, la transition quantique classique, naïvement celle que, en physique, les gens appellent le principe de correspondance, c'est dégonfler le ballon de football vers le point. Et c'est pas du tout la même façon, c'est pas du tout la seule façon de le faire en fait. Et il se trouve que si vous regardez une évolution quantique sur un temps suffisamment long, vous allez vous déplacer, vous allez dégonfler le ballon et vous allez vous retrouver sur des surfaces qui sont très très éloignées. Alors, troisième point, ça c'était un petit clin d'œil pour François, la chevelure de Mélisande. Alors si vous regardez ça comme ceci, effectivement, Mélisande, vous savez, elle déroule ses cheveux comme ça, et ses cheveux noirs complètement, et de façon musicale, je trouve que Debussy le réalise absolument merveilleusement. Et donc effectivement, vous étiez parti d'une petite boule comme ça, et cette petite boule va se mettre à envahir tout l'espace possible, d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui va se passer fondamentalement à ce point-là? Et là les résultats sont durs, mais ils arrivent, c'est que, en fait, par rapport à la sensibilité aux conditions initiales, c'est là que la vanité dont je parlais tout à l'heure va être tout à fait effective, parce qu'elle va vous dire, moi je m'en fous de la sensibilité aux conditions initiales, parce que je vais occuper toutes les conditions finales possibles. Et en fait, cette transition qui va consister à ce qu'à partir du ballon de foot, vous ayez quelque chose, alors pour dire les termes en termes techniques, qui va être complètement délocalisé sur la variété instable d'un système dynamique, puisque c'est exactement de ça dont il s'agit, c'est quelque chose de tout à fait réel, et c'est vraiment la façon dont ça va se passer, effectivement. Alors, de ce point de vue-là, on voit très bien comment la mécanique quantique fait une transition entre son aléatoire intrinsèque et cet aléatoire ou pseudo-aléatoire sujet de la sensibilité aux conditions initiales, et bien justement, elle change de paradigme. Le point matériel ne va plus exister, ce qui va exister, c'est uniquement un ensemble de courbes, de surfaces, de variétés stables et instables. Et là, il y a un objet mathématique qui étudie ça, mais je ne peux pas encore en parler. Alors, effectivement, à l'horizon de tout ça, eh bien, on a un changement de paradigme qui fait que finalement, il n'y a plus aucune contradiction, parce que de ce point de vue-là, le problème de la sensibilité aux conditions initiales ne se pose plus. Elle ne se pose absolument plus. Si vous voulez, la mécanique quantique envahit tout. Alors, si vous voulez, d'une certaine façon, la mécanique quantique vous fait encore plus. Alors ça, c'est l'orgueil, si vous voulez. Parce qu'une fois qu'elle a laissé Mélisande défaire son cheveu, eh bien, elle demande à Mélisande de refaire le chignon, en quelque sorte. Et elle ramène tout sur le balcon. Et c'est la cinquième partie. Alors bon, je suis désolé, ça devient peut-être un petit peu fumeux, mais bon, c'est quand même la fin de l'après-midi. Et j'ai cassé la manivelle. Bon, il n'y a plus de manivelle. Le tableau est irréversible. Alors c'est la cinquième partie. Donc c'est le balcon. Alors, et la macroéconomie. Alors, pourquoi la macroéconomie? Parce que la façon que le chignon a de se refaire, et donc qu'a le point matériel de réapparaître, ça peut tenir en une phrase, qui pourrait être un pronostic optimiste dans la macroéconomie actuelle: trop de délocalisation tue la délocalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où vous avez quelque chose qui est complètement délocalisé, eh bien c'est tellement délocalisé que ça va revenir très souvent sur soi-même. Et là, un autre aléatoire apparaît, c'est l'aléatoire de la composition des phases, parce que tout ça tient en soi des phénomènes vibratoires, et donc les phases vont se mettre à être incohérentes, complètement aléatoires partout, sauf éventuellement en un point, où des interférences constructives vont faire que tout se reconstruit. Alors, un exemple très simple de ça, pour vous montrer que je ne vous raconte pas que des bêtises, vous prenez une particule qui se déplace sur un cercle quantique, de façon libre, pas de potentiel. L'équation de Schrödinger, alors il faut quand même que j'écrive une fois l'équation de Schrödinger, c'est dIh bar dt psi égale moins h bar 2 Laplacien psi. Le Laplacien sur la sphère, moins h bar 2 Laplacien, a pour spectre moins h bar 2 n2, pour n dans n. Et vous voyez, dans z même, et vous voyez très bien, alors je ne vous le fais pas parce qu'il est vraiment tard, que les choses importantes qui vont apparaître, ce sont toutes les phases exponentielles it
h bar 2 n2 sur h bar. C'est ça qui va apparaître de façon cruciale. Eh bien, vous voyez que cette chose-là, si vous prenez t qui est 2pi sur h bar, toutes les phases valent 1. Et donc, sur cet exemple très simple, on voit que pour un temps qui évidemment est très long, et ce temps-là, vous ne le percevrez pas au fond dans la mécanique classique, parce que lorsque h bar tend vers 0, il sera tout dans le temps infini, mais vous avez quelque chose qui vous reconstruit, vous avez un flot quantique qui est périodique. Alors, je mentionne ce cas-là, si vous voulez, parce que ça s'observe. Ça s'observe, et ça s'observe dans des états, dans des condensats de Bose-Einstein, dans lesquels vous regardez votre condensat, et puis le condensat commence à être délocalisé partout, et puis tout d'un coup, pour une période qui est exactement 2pi sur h bar, vous retrouvez à avoir des cristallisations partout, et l'état de Bose-Einstein revient à l'état original. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la mécanique quantique, et ça suggère donc la conclusion de cette partie-là, et pratiquement la conclusion générale, qui est que, vous savez, quand on définit le point matériel, le point, dans diverses folles journées, vous trouvez plusieurs définitions, et alors c'est soit quelque chose qui n'a pas de partie, soit c'est la partie d'une droite, en particulier c'est l'intersection de deux droites. Eh bien, pour la mécanique quantique, dans la limite semi-classique, le point c'est une superposition de quelque chose. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Le point apparaît comme une superposition infinie de choses qui oscillent dans tous les sens et qui se trouvent miraculeusement se reconstruire pile en un point. Et c'est vraiment là que le point se passe. Voilà, donc j'ai terminé. Si j'ai encore une toute petite minute. Non, j'ai rien d'autre à dire. Je crois que voilà, la conclusion est là. Quand tu fais tendre la petite boule vers d'abord un ballon de rugby, puis une sorte de vaste galette qui se met à vibrer, en réalité, quelle est l'expérience de physique à laquelle tu fais allusion? Eh bien, celle-là, par exemple. Ah oui. C'est-à-dire que si tu prends... Les condensats de Bose-Einstein oui, mais délocalisés. Voilà, par exemple, oui, ou n'importe quelle évolution d'état cohérent. Oui. Tu vois que si t est différent de cette valeur miraculeuse, tu as des phases qui fait que si tu décomposes un état cohérent là-dessus, tu sais le faire mieux que moi en fait, eh bien tu vas être complètement délocalisé. Ça va te délocaliser complètement ton état cohérent. D'accord. Tu vois. Et tu le vois très bien. Et la structure géométrique, c'est celle-là. C'est le ballon qui s'étale. Une question, la remarque, c'est pour dire que dans la période, on va dire 1770-1890, quand les gens, enfin les matheux se posent la question du rapport entre ce qui deviendra plus tard la théorie des fonctions, la théorie des approximations et le calcul des probabilités, le calcul analytique, effectivement, il y a une zone dans laquelle, parce qu'on raisonne d'abord en physico-mathématicien, les questions d'approximation, les questions d'incertitude et les questions de probabilité, d'un point de vue analytique, sont non pas seulement connexes, mais sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est l'analyse de cette zone de recouvrement concret, c'est-à-dire pour résoudre un problème très concret dans la place, on peut ou bien le faire par approximation, ou bien le faire par un calcul des probabilités, ou bien le faire par un développement en série. C'est une sorte de pragmatique du calcul dans les démonstrations. Et chacun fait, on va dire, sa démonstration. C'est parce qu'il y a eu après un enseignement au tout début du 19e siècle, où tout ça a été a formé une sorte de norme intellectuelle, et on a parlé quelquefois de seconde révolution scientifique, que les choses ont été beaucoup plus cadrées et que ces différentes rubriques se sont trouvées un peu dissociées. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de comprendre que il y a un périmètre de formation des différents dispositifs conceptuels sur lesquels on se recoupe là, qui est déjà noué dans une conception antérieure des rapports entre physique et mathématiques, et avec une conception, enfin une pratique du calcul qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Là-dessus, il y a des textes très abstraits d'Alembert, dans lequel il est, comment dire, si
on le lit en songeant à des développements tout à fait ultérieurs, qui ne sont pas dans ces textes à lui, on peut être quand même très surpris d'une grande lucidité, je dirais, une grande lucidité. Après, toute la question, c'est comment est-ce qu'un mathématicien peut concevoir des choses pareilles compte tenu du dispositif mathématique qu'il avait à cette époque-là. Ça, c'est l'observation. Donc, je veux dire par là que la question précision, probabilité, approximation, effectivement, je crois que ça, c'est une clé épistémologique qui est pertinente sur 3 siècles. Alors, ma question, elle est beaucoup plus précise. Comme moi, je suis amateur de population, disons, on va dire, inférieure à 10 puissance 10, puisqu'il n'y a pas plus de 9 milliards d'habitants sur la planète, et que par contre, les phénomènes en racine de n marchent tout le temps. La question c'est, est-ce qu'on a, enfin, je veux dire, je suis amateur de modèles empiriques à très faible effectif, c'est-à-dire, je sais pas, 10 puissance 3, 10 puissance 4, est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous les développez les uns ou les autres? Est-ce que on peut se faire une sorte d'expérience de comparaison en utilisant le type de calcul et de travail que vous faites? Alors, bon, d'abord, par rapport à la première remarque, je voudrais quand même très brièvement insister sur le fait que ce que tu décris a fait du mal en quelque sorte à la mécanique quantique, parce que c'est dans même si les probabilités se sont détachées du concept, comme tu le dis, d'imprécision, on voit bien que dès que les probabilités sont arrivées, enfin l'aléatoire est arrivé dans la mécanique quantique, on a refait, c'est quelque chose qui revenait derrière, l'identification à l'imprécision. Immédiatement, et donc on a dit qu'est-ce que c'est que cette théorie qui n'est pas précise, etc. etc. Donc peut-être que maintenant on peut le faire parce que vraiment l'aléa quantique n'a rien à voir avec la précision cette fois-ci. Elle n'a absolument rien à voir. Elle est une pierre dans une axiomatique qui permet de s'en sortir et qui se trouve être testée. Alors pour la deuxième chose, je ne sais pas si tu parles des algorithmes quantiques, bon, 10 puissance 3, alors c'est typiquement l'exemple qui est merveilleux, parce que 10 puissance 3, une population de 10 puissance 3 personnes, si chaque personne, pour essayer d'employer un terme un peu dans ton domaine, si chaque personne a un certain nombre de caractéristiques, taille, poids, etc., ça va vivre dans un espace qui sera le nombre de caractéristiques fois 10 puissance 3. Et ça, c'est pas très grand, effectivement. Peut-être tu aimerais avoir quelque chose de plus grand. Eh bien, si tu quantifies les personnes, effectivement, si tu imagines que tu leur rajoutes un petit plus comme ça, évidemment, ce n'est pas le plus qui consiste à additionner les tailles, hein, et bien à ce moment-là, tu seras en 2 puissance 10 puissance 3. Et là, tu seras dans un domaine beaucoup plus long. Donc c'est ça l'idée. C'était ça l'idée, hein, l'idée originelle de Feynman, dans l'article où il a proposé des calculs, un ordinateur quantique, avec la conception d'un ordinateur quantique. Il s'est dit, les ordinateurs classiques ont beaucoup de mal à effectuer les calculs de la mécanique quantique, justement à cause de cette croissance exponentielle du nombre de degrés de liberté. Et pourtant, la nature le fait très bien, puisque la mécanique quantique marche très bien dans la nature. Donc, il faut faire un ordinateur avec la mécanique quantique. C'est cet article sublime de Feynman. Donc c'était ça l'idée. Et c'était une façon, effectivement, de prendre le problème à bras le corps comme ça. Pourquoi la mécanique quantique, elle n'ajoute pas le problème de l'aléatoire au problème de la sensibilité aux conditions initiales? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une équation d'évolution en mécanique quantique qui serait sensible aux conditions initiales et qui... Alors, si on parle, il faut transporter les concepts d'un moment à l'autre, parce que l'idée de condition initiale pour la mécanique classique, il faut faire un petit effort pour la transposer en mécanique quantique. Alors, si on la transpose en disant on a une équation avec une condition initiale qu'on propage, alors effectivement, le cas où on a parlé là, c'est que l'équation est linéaire. C'est aussi bête que ça. L'équation de Schrödinger est linéaire, la vraie, hein, je ne parle pas de l'équation de Schrödinger non linéaire, la vraie, l'équation de Schrödinger, elle est linéaire, et donc il n'y a pas cette sensibilité aux conditions initiales. Alors, on peut retrouver la sensibilité aux conditions initiales justement quand H-bar tend vers 0, parce que les oscillations deviennent folles, mais on voit bien que justement, la sensibilité aux conditions initiales va se faire par l'intermédiaire d'oscillations qui deviennent folles et qui annihilent tout un tas de choses pour ne garder qu'une espèce de squelette, qui à ce moment-là est le squelette classique, qui lui est sensible aux conditions initiales. Mais dans la théorie quantique elle-même, le problème se pose de façon complètement différente. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question comme ça. Là, on peut le voir de façon très simple en termes de linéarité.
Alors, il y a des systèmes, évidemment, il y a des systèmes dynamiques qui sont linéaires et qui sont chaotiques, mais ça c'est à cause d'une topologie de l'espace. Un flot linéaire sur un tore peut être chaotique. Bon. Mais on voit bien que c'est un peu comme, ça me fait penser à l'aléatoire dont parlait Claude ce matin, où on rajoute à la main en quelque sorte. On se débrouille pour qu'effectivement on aille toujours tout droit, mais que comme on est sur un espace courbe, on revienne et qu'à ce moment-là on s'écarte. Mais c'est très différent. La structure linéaire de l'équation de la mécanique quantique est dramatique là-dessus. Mais encore une fois, dans la transition, la perte de l'aléatoire, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais la perte aussi de l'aléatoire quantique vient du fait que, vous voyez, si vous étalez, lorsque la chevelure de Mélisande va prendre tout l'espace, eh bien finalement elle ne sera plus une chevelure, c'est-à-dire elle ne sera plus une fonction. Parce qu'une fonction qui commence à remplir tout l'espace, eh bien, a une structure tout à fait pauvre. Parce que finalement, une fonction qui remplit tout l'espace et qui est invariante sur son support, en quelque sorte, c'est qu'une fonction constante. Voilà. Là, on est très proche des considérations de la banlieue sud, mais fondamentalement, c'est ça. Donc, on perd, il y a une période de transition où d'abord, on perd finalement la notion d'interprétation probabilisée de la fonction d'onde, parce qu'on perd la fonction d'onde. Alors, il y a une façon de la rencontrer, mais je ne peux pas vous la raconter ici. Mais on perd cette notion-là. Et de la même façon, c'est très amusant parce que cette chose-là se passe lorsque les inégalités de Heisenberg se mettent, alors non pas à être violées, parce qu'elles ne peuvent pas être violées, mais où elles se mettent à augmenter. C'est-à-dire qu'un état cohérent, je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque chose qui minimise les états cohérents. C'est le mieux que vous pouvez faire. Vous prenez la boîte à outils de M. Heisenberg, vous ne pouvez pas faire mieux que les états cohérents. Et pendant un temps très long, si vous laissez votre état cohérent évoluer, eh bien, vous restez à minimiser les inégalités de Heisenberg. Et puis tout d'un coup, delta P, delta Q, qui est toujours supérieur à h bar 2, devient à augmenter, commence à augmenter, devient beaucoup plus grand qu'h bar sur 2. Et à ce moment-là, en fait, le delta P, delta Q tel qu'il est défini habituellement n'a plus de sens, justement, parce que la fonction d'onde n'a plus cette interprétation probabiliste. Bon, mais ça serait le sujet d'une conférence en entier. Je voulais juste essayer de donner un petit peu de saveur sur cette idée de comportement de l'aléatoire quantique à la limite semi-classique.